Imaginez une région qui gère ses propres écoles, sa police, son budget, tout en faisant partie d'un État. C'est un peu ça l'idée du plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara en 2007. C'est une solution dont on entend souvent parler, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Allez, aujourd'hui on décortique ça ensemble pour voir ce que ça veut dire concrètement. Voilà, c'est exactement la question au cœur du projet. L'idée d'une région avec ses propres institutions assez fortes pour gérer les affaires du quotidien. Alors voyons un peu comment un système pareil pourrait bien fonctionner. Bon, alors concrètement, comment ça marcherait tout ça? Qui prendrait les décisions sur place et de quelle manière? C'est ce qu'on va voir. Alors, la base de tout, le point de départ, c'est la démocratie locale. L'idée, c'est d'avoir un parlement régional qui serait élu directement par les habitants. Ça leur donnerait le pouvoir de choisir leurs propres représentants pour décider des choses qui les concernent tous les jours. Et à partir de là, la suite est assez simple en fait. Une fois élu, ce Parlement choisirait à son tour un gouvernement local, avec à sa tête un président de région et bien sûr des ministres locaux pour s'occuper des différents domaines. Ok, mais ce gouvernement, il ferait quoi au juste? Eh bien, il s'occuperait de quasiment tout ce qui touche à la vie quotidienne. Par exemple, c'est le ministre local de la Santé qui déciderait d'ouvrir un nouvel hôpital et de choisir les spécialités, sans avoir à attendre le feu vert de la capitale. Pareil pour les écoles, les routes ou la culture. La région aurait même son propre budget grâce aux impôts locaux. D'accord, mais alors où s'arrête cette autonomie? C'est quoi la limite? Passons maintenant à ce qui resterait entre les mains de l'État central marocain pour bien comprendre comment tout ça s'équilibre. Et c'est là que tout se joue, dans cet équilibre. D'un côté, on a la gestion locale de l'économie, du social, et de l'autre, les grands pouvoirs de l'État, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, qui, eux, ne bougent pas. On parle bien sûr de l'armée, de la monnaie, du drapeau, de la politique étrangère et de la sécurité nationale. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que tout ce plan s'inscrit à 100% dans le cadre de la souveraineté marocaine. Bon, on a vu le comment, mais maintenant demandons-nous pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la source présente cette idée non pas comme un simple arrangement administratif, mais comme une véritable voie politique. Et là, on touche au cœur de l'argument. On a souvent cette image en tête. L'autodétermination, c'est un choix binaire, soit l'intégration, soit l'indépendance. Mais la source rappelle que le droit international est en fait plus subtil. Il reconnaît l'autonomie comme une troisième voie tout à fait légitime, une manière pour une population de choisir son avenir tout en restant au sein d'un pays. Mais alors, pourquoi cette alternative est si importante? Eh bien, d'après la source, la piste du référendum classique est tout simplement dans une impasse. Après des décennies de déplacement de population, essayer d'établir des listes électorales fiables et que tout le monde accepte, ce serait un vrai casse-tête, pour ne pas dire une mission impossible. L'autonomie est donc présentée comme la seule sortie pragmatique et réaliste. Mais attention, un projet comme ça ne marche pas juste avec une signature sur un papier. La source insiste beaucoup là-dessus. Pour que ça réussisse, il faut bien plus qu'un accord politique. Il faut une transformation en profondeur des mentalités et des discours. Et ce changement, il passe par 3 points clés. Premièrement, il faut réussir à dépasser un demi-siècle de positions complètement figées, de logique de confrontation. Deuxièmement, changer le ton, arrêter l'hostilité et passer un dialogue qui rassure, qui persuade. Et enfin, un point essentiel, se réapproprier et partager l'histoire commune, pour que tout le monde comprenne bien les liens très profonds qui existent. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour passer des idées à la réalité? Voyons un peu les étapes concrètes qui sont proposées pour que ça ne reste pas juste des mots. En fait, c'est une véritable feuille de route pour la société. L'idée, c'est de casser la dépendance économique pour booster l'initiative locale. C'est d'intégrer pour de vrai les personnes qui reviennent, pour qu'elles se sentent vraiment chez elles. C'est aussi de renouveler les responsables politiques pour avoir des gens qui portent ce projet avec une vraie conviction. Et enfin, d'encourager les intellectuels à participer au débat. Cette phrase, elle résume parfaitement l'espoir qui se cache derrière tout ça. L'objectif ultime, c'est de transformer ce qui a été une source de conflit en une source de bien, de prospérité, d'unité. Faire en sorte que dorénavant, seul le bien vienne du Sahara. Au final, derrière toutes ces actions, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles, il y a un seul mot, un seul objectif qui compte plus que tout le reste. Et ce mot, c'est la confiance. Parce que sans elle, aucun plan, aussi parfait soit-il sur le papier, ne peut fonctionner. C'est aussi simple que ça. Et ça nous amène à la question de fond. Qu'est-ce que ça veut dire, construire la confiance, concrètement, après tant d'années de méfiance? C'est peut-être ça le vrai défi, bien au-delà de tous les détails techniques du plan.
Voilà pour ce décryptage. Si ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Partagez aussi cette explication avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et surtout, la discussion se poursuit dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce défi de la confiance? On a très envie de vous lire. À très bientôt!